Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. À Sigiri, les personnes infectées et affectées d'Ebola reprennent le chemin des champs. Vous aurez plus de détails dans le reportage de Mohamed Kouma. Également dans cette émission, le témoignage du médecin qui s'est occupé de Nubia, le bébé né avec le virus Ebola. L'invité du jour, Isaiah Django Obama, représentant de la FAO en Guinée, nous parlera des actions menées en faveur des communautés affectées d'Ebola. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, au plus fort de l'épidémie d'Ebola, des villageois avaient déserté leurs champs agricoles par peur de contracter le virus Ebola. Aujourd'hui, ils ont repris le chemin de leur terre après plus d'une année d'abandon. Pour redémarrer donc ce secteur stratégique, l'ONG Rere Guinée, à travers un appui de la FAO, octroie gratuitement des intrants aux agriculteurs guéris d'Ebola de Sigiri. Notre reporter Mohamed Kouma, après s'être rendu là-bas il y a 5 mois, y est retourné pour faire le constat suivant. Je suis dans le champ de riz d'Ibrahima Koïta, le seul et unique patient guéri d'Ebola de Niagassoula, une sous-préfecture située à 135 km du centre-ville de Sigiri. Il y a à peine une année, ce champ avait été déserté par ses employés alors qu'il venait d'être contaminé par Ebola. Avec Ebola, j'ai eu beaucoup de problèmes. L'an passé, j'ai récolté 10 sacs de riz. Mais cette année, j'ai eu plus de 50 sacs. Je possède aujourd'hui 8 hectares grâce à ce projet qui m'a donné des intrants pour cultiver. J'ai 20 cultivateurs qui travaillent avec moi maintenant. Vraiment, je suis content, très content. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. À 25 km de là, se trouve le district de Tigimbiri, une autre localité qui regroupe des victimes d'Ebola. Réunis au sein d'un groupement, les agriculteurs guéris d'Ebola de cette localité ont été formés puis dotés aussi des charrues et des bœufs afin de relancer leurs activités économiques. Ici, nous avons reçu des bœufs et des grillages pour relancer notre activité. Auparavant, nous avons reçu une formation de 10 jours pour pouvoir mieux travailler. C'est une première pour nous de recevoir une aide gratuitement. Au total, près de 1000 personnes infectées et affectées par Ebola bénéficient de ce genre d'aide dans la localité de Sigiri. Selon Ibrahima Khalil Magasuba, directeur exécutif de l'ONG Rere Guinée, d'autres projets seront bientôt lancés. Il y a des axes qui sont ciblés par le projet. Il y a l'appui à l'agriculture vivrière qui va concerner la culture du riz et du maïs. Il y a aussi ce qu'on appelle l'assistance pour la culture en maraîchage qui va cibler la tomate, l'aubergine, l'oignon, le gombo. Il y aura les petits outillages pour la culture. Concernant la même agriculture, il y a un aspect aussi de transformation agroalimentaire. Sigiri va avoir 24 groupements qu'on va appuyer en maraîchage. Les 24 groupements, ils auront aussi les semences. Ils auront aussi les outillages de production. La Guinée est un pays encore majoritairement rural avec 80% de sa population vivant de l'agriculture. La relance de ce secteur pourrait augmenter la croissance économique qui a chuté jusqu'à 1% en 2014 à cause du virus Ebola. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Sigiri. Ebola Chrono Plus, le compte à rebours continue.
Merci Koma. Au dernier moment de l'épidémie, un bébé est né positif à Ebola au CTE de Nongo. Ce bébé a bénéficié de tous les soins et attention pour sa survie. Le docteur Marie-Claire Collier s'est particulièrement occupée de ce nourrisson. Elle témoigne au micro de Sidibé Kondé. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Je m'appelle docteur Marie-Claire Collier. Je suis médecin au CTE. Nous tendons, docteur, vers la fin de l'épidémie d'Ebola. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une grande joie, une grande fierté, vraiment, parce que longtemps travaillé au CTE dans des conditions extrêmement difficiles. Quand je parle des conditions difficiles, c'est les conditions de travail dans les CTE. C'est pas comme dans les autres structures. Tu es obligé de te protéger contre le virus. L'habillement nous rend difficile la tâche dans le travail. Et à votre avis, qu'est-ce qui doit être fait pour éviter que la maladie ne réapparaisse? Oui, c'est toujours continuer à ne pas baisser les bras du côté des soignants, du côté de la population. On doit continuer toujours à les sensibiliser, à les rappeler que le mal peut s'éloigner, mais peut revenir en force si on baisse les bras. Il ne faut pas qu'on oublie, qu'on dit Ebola, c'est fini, c'est fini. C'est ça le souhait de tout le monde. Mais même si on déclare la fin de l'épidémie, il faudra les anciennes habitudes qu'on avait, qu'on abandonne ça, pour ne pas qu'on ait cette maladie encore de nouveau. On ne le souhaite pas. Docteur, vous avez été la personne qui s'est occupée de la petite Nubia, le premier bébé né dans un CTE. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette tâche? Je n'ai pas été l'unique personne qui s'est occupée. C'est le travail d'équipe. Particulièrement, je me suis occupée aussi. C'est tout simplement quand la petite est née dans telles conditions qui n'étaient pas vraiment favorables et d'une maman qui était positive d'Ebola, ça faisait beaucoup pitié. L'émotion était là. Et surtout quand elle a perdu sa maman le même jour de sa naissance, c'était pas facile pour nous. Une maman tombe enceinte, c'est pour donner naissance, c'est pour donner la vie. Mais en donnant cette vie, elle trouve la mort autrement à travers le virus. Donc franchement, ça faisait pitié. Donc on se battait maintenant pour que la petite puisse s'en sortir. On n'avait pas l'espoir au début parce que selon les littératures, on dit souvent les enfants, tous les enfants qui sont nés depuis avant, là où Ebola s'est déclaré dans les autres pays, aucun enfant qui est né d'une mère positive, qui a été aussi testé positif, est survécu. Elle a été le premier bébé. On disait souvent que quand un enfant qui naît, les 48 heures ne passent pas. Il y a eu quelques exemples à Guéguédou où il y a eu une fillette qui est aussi née. Quelques heures après, elle est décédée. Donc on ne pensait pas si ce bébé allait survivre. Mais quand, après la naissance, on a vu, c'était un enfant qui était né normalement. C'était un bébé qui avait tout le réflexe était là. Le score était vraiment 10 sur 10. Donc on s'est dit que cet enfant a sûrement la chance de survivre si on s'occupait de lui soigneusement. C'est ce qui a été fait. Donc on a eu des aides par-ci par-là sur la prise en charge. C'est quoi s'occuper d'un bébé malade? S'occuper d'un bébé malade, ça c'est... Il faut donner en première position de l'affection. L'affection, parce que tout enfant qui naît veut être avec la chaleur de sa maman. Mais c'est cette chaleur qui a manqué à l'enfant. Donc il fallait, même si on ne pouvait pas faire comme si sa maman vivait à côté d'elle, donc il fallait qu'on fasse au moins le maximum. On était tout le temps à côté de l'enfant, sur le plan hygiène, sur le plan d'alimentation, sur le plan de prise en charge médicamenteuse. Tout était tout le temps prêt. Elle était suivie à la lettre. À chaque instant, il y avait une équipe qui rentrait pour évaluer son état clinique, pour voir qu'est-ce qu'il faut donner. On a fait un programme spécial pour cet enfant et c'est ce qui nous a aidé beaucoup. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés pendant son entretien? Les difficultés qu'on a eues pendant l'entretien, le travail dans l'équipement, c'était pas favorable pour nous parce que l'enfant est né jusqu'à sa sortie, n'a pas touché peau à peau, c'est difficile, n'a pas vu un visage démasqué, c'est difficile pour un nouveau-né. Les conditions de travail, comme je disais, quand on rentre, tu veux prendre assez de temps auprès de lui, mais tu ne peux pas. Parce que l'habillement ne nous permet pas de faire plus d'une heure de temps à l'intérieur, même si tu avais l'envie. Des fois, on rentrait, quand il y a des prestations que tu dois continuer plus d'une heure de temps, il faut qu'une autre équipe se prépare, rentre pour le relais. Et puis ça, on avait des difficultés.
La plupart de ces prises en charge, c'était par la voie parentale. On a eu beaucoup de difficultés. Et vous imaginez un nouveau-né, il faut tout le temps piquer. Par fini, les veines étaient un peu traumatisées. Donc on a eu tous ces problèmes dans sa prise en charge. Au début, vous n'étiez pas sûr que la petite Nubia pouvait survivre à Ebola. Le jour où on vous a annoncé qu'elle est guérie d'Ebola, quelle a été votre réaction en tant que mère? J'étais très contente. C'était une grande fierté pour moi parce que tout médecin, il est fier de voir son patient ou sa patiente guérie et sortie vivant. C'est-à-dire, ça c'est la fierté de tout soignant. Donc c'était une grande joie, c'était une fierté pour toute l'équipe qui travaille dans le secteur. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement vers la fin de l'épidémie. Quand on vous demande quelle expérience avez-vous pu acquérir dans cette riposte, qu'allez-vous dire? Bon, j'ai acquis beaucoup d'expérience avec l'institution avec laquelle je travaille à MSF, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Telles que la rigueur dans le travail avec les institutions, parce que ça a été la première institution dans laquelle j'ai été employée. Donc ça, et l'expérience de travail dans des conditions difficiles, le CTE avec le PPE, ça c'est des conditions extrêmement difficiles, ma soeur. C'est ça. Il y avait tous les moyens qui étaient là pour prendre les patients en charge. Mais te mettre dans cet habillement, c'est tout à fait difficile. Et comment vous avez fait pour surmonter cette étape difficile? J'avais un objectif. En tant que médecin, j'ai prêté serment pour sauvegarder la vie de nos patients, de la population. J'ai même comparé à cette lutte comme les militaires qu'on leur donne un fusil pour aller affronter les rebelles au front. Tu ne peux pas dire non. Tu es obligé d'aller si tu aimes ta population. Tu es obligé d'aller défendre. C'est ça le médecin aussi. Je ne pouvais pas tourner dos à cette épidémie en tant que médecin qui a prêté serment pour sauvegarder la santé de sa population. C'est ce qui m'a beaucoup motivé à accepter la demande. C'était le docteur Marie-Claire Collier, médecin qui s'est chargé de Nubia, le bébé né avec le virus Ebola. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. À présent, une pause musicale avec Mamadou Tog dans son titre Ous Ebola. Écoutez, on se retrouve juste après. Femmes du monde, on gigole les forces pour mettre Ebola hors des pays de la Grande Union. Nous, à la baie, nous disons Ous à Ebola. Jeunes de la baie, acceptons tous de laver nos mains et disons tous ensemble Ous à Ebola. J'ai mal à mon pays, Guinée ma patrie, nation meurtrie qui paye le fort prix d'un virus combien de fois mortel. Souris on l'a perdu, la psychose nous envahit. Entre larmes et cris, joie et tristesse, au son de ma voix se joint, je prie pour une Guinée sans crise, une Guinée sans Ebola, sans Ebola. Citoyennes et citoyennes, aujourd'hui notre problème ce n'est pas de savoir si Ebola existe. Cette épidémie qui a mis à terre notre économie ne fait aucun doute aujourd'hui. Il s'agit pour nous de nous tenir et de voir ensemble l'avenir de notre pays. Ebola. Kawe ema Ebola. Dari ko gerda hala Guinée falana keri fop Ebola. Sud Darja Prod. No
Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a lancé un programme en faveur des communautés rurales dévastées par Ebola en Guinée. Parmi les bénéficiaires figurent les femmes qui, auparavant, vendaient la viande de brousse avant que leur commerce ne soit interdit par les autorités. Le représentant de la FAO en Guinée, Isaiah Django Obama, nous parle des actions menées en faveur des communautés affectées d'Ebola. Il répond aux questions de Mohamed Ba. Lors de la crise Ebola, la FAO a contribué avec un projet environ de 400 000 dollars sur le fonds propre de la FAO. Nous avons identifié des conseillers agricoles et nous avons mis à leur disposition des informations générales sur Ebola. La deuxième contribution de la FAO, nous avons eu un financement à travers la Banque mondiale que nous avons utilisé pour assister les producteurs dans les préfectures où Ebola a eu un grand impact. Alors, qu'est-ce que la FAO a fait? La FAO a procédé à la distribution des intrants agricoles. Nous avons distribué des petits équipements de transformation de riz, des décortiqueurs, et ainsi de suite. Il y a des ménages qui ont perdu un membre de famille. Il y a des ménages dont les activités commerciales ont été affectées. Il y a des ménages qui ont été déplacés. Donc, je crois que c'est tous ces différents types de ménages des populations que nos activités ont visé. Monsieur le représentant Isaiah Django Obama, quels sont les critères pour que la FAO accompagne les citoyens en détresse? Alors, il faut dire, la première chose, c'est qu'on ne suit pas un agriculteur individuel. Nous avons eu ici des groupements de femmes vendeuses de la viande de brousse. Ces femmes ont été affectées parce qu'ils ont vu leurs activités s'arrêter tout d'un coup. Elles ne pouvaient plus vendre la viande de brousse. Alors, quoi faire? Ces groupements de femmes sont venus nous voir pour dire, voilà, notre activité a disparu parce que le gouvernement a donné un décret comme quoi la viande de brousse, il ne faut pas qu'elle soit commercialisée et consommée. Voyez. Donc, nous avons discuté avec ces femmes-là et nous avons mis des petits financements qui ne dépassent pas 10 000 dollars pour que cette femme puisse réorienter à d'autres activités. Ça n'est une autre intervention, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la distribution des semences, la distribution des intrants pour que ces femmes-là puissent s'orienter à d'autres activités. Est-ce que l'impact de cette épidémie a été constaté sur l'agriculture en Guinée? Pour ceux qui ont pu accéder à leurs champs, peut-être la production et le rendement n'ont pas été à la hauteur. Donc, je crois qu'effectivement, le fait qu'il y a eu cette crise a affecté effectivement la production agricole. La FAO envisage d'autres activités post-Ebola. En ce moment, nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Pêche pour les communautés de pêcheurs dans la Basse-Guinée qui, eux également, ils ont souffert de l'impact de Ebola. Donc, nous sommes en train de préparer une intervention pour assister à ces communautés. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture pour l'élaboration d'une stratégie de lutte contre le chenille urticante. Nous sommes en train également de travailler avec un certain nombre de petits groupements au niveau de Kindia, même au niveau de Conakry, qui ont demandé un appui sur des petits programmes que eux, ils ont mis en place. Donc, nous sommes en train de les appuyer dans ce sens. Il y a quelques-uns de ces groupements, ils veulent réorienter leurs activités et on est en train de travailler avec eux pour voir quelles sont les activités qu'ils peuvent identifier pour continuer avec les activités économiques. Voilà un peu ce qu'on est en train de faire, appuyer le milieu rural, surtout les ménages et les producteurs qui ont subi de plein fouet l'impact de l'épidémie Ebola. C'était le représentant de la FAO en Guinée, Isaiah Django Obama. Voilà, chers auditeurs, Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef était assurée par Afiou Amata, la technique par Mamadou Kone, assisté de Cabinet Sano, et ici pour la présentation, Adiatou Yassal. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.